Salut Laurent, tu vas bien? Ça va Eric? Ouais. Bonjour à tous, vous le voyez, on est sous le soleil, on est à Toulouse pour la première date du Honda Dreams Tour dont Laurent s'occupe. Tu as en charge donc toute l'opération pour Honda France. Il y a combien de dates sur ce Honda Dreams Tour? On a 17 dates cette année, 16 dates concessionnaires et le Alpe Aventure, on sera aussi présent pour Honda France. Du coup Laurent, tu as combien de motos à faire essayer à la J'ai clientèle? une bonne quinzaine de motos que je fais essayer à la clientèle. On va des petits modèles, la Rebelle, petite cylindrée, jusqu'à la Rolls de la moto, 1800 cm3, la Goldwing quoi, la Rolls. Laurent, dans cette émission, nous aurons aussi un retour sur le Grand Prix du Qatar et non pas le MotoGP au Qatar. On aura également la présence de Mike Di Meglio, le champion du monde d'endurance. Et cerise sur le gâteau, nous aurons non pas un mais deux essais, l'Africa Twin DCT et la Goldwing DCT également. Alors, on va vous expliquer tout au long de l'émission comment vous aussi vous pourrez participer à ce Honda Dreams Tour tout au long de la saison. On vous donnera les dates évidemment. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir Marc, le patron de la concession Sagaz Honda ici à Toulouse. Et on retrouve Laurent dans quelques instants. Ok ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Marc. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir. Alors ici, Avec on plaisir. est à Toulouse, ou Oui. pratiquement pareil, Oui, nous sommes à Toulouse, au 7 Deniers. au Saint-Denis. 7 Deniers. 7 deniers, Sept. d'accord. C'est pour le prix. Non. En fait, c'est un quartier où notamment il y a une institution qui est notre voisin, qui est le Stade Toulousain. Ah, Donc il y a le stade qui est à 5 minutes à pied d'ici. bon, ça va alors. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est là aussi parce qu'il y a le Honda Dreams Tour. C'est Exactement. la première date du Tour Honda quoi, Oui, pour exactement. les essais moto. Alors, Marc, donc cette concession, elle est récente. Oui. Elle date de quand? Alors, on l'a ouvert en juillet 2018. Ah oui, effectivement. Donc, oui. Elle aura 2 ans bientôt, quoi. Exactement. Marc, tu me disais que tu avais fait une superbe année 2019. Tu vends combien de motos à peu près à l'année L'année dernière, on était à 700 motos neuves. Ici, on voit que c'est quand même assez bien agencé. Oui. Hein. Merci, c'est gentil. Si j'ai bien compris, on a différents pôles, c'est ça? Là, on voit plutôt sport, ici plutôt Africa Twin. Oui. Derrière, c'est un corner assez sympa. Oui. C'est une volonté de ta part, c'est une volonté d'Honda. Comment ça se passe au niveau de l'agencement? On va dire que c'est une volonté commune. Partagée. C'est-à-dire que, en l'occurrence, on a fait des travaux là dernièrement pendant tout le mois de février, même si la structure était quasiment neuve. Donc on a mis en place en fait un concept fun qui est financé par l'Europe. Donc il y a 10 magasins qui ont été sélectionnés en Europe, donc 2 en France, 2 en Italie, 2 en Allemagne, voilà. Donc en France il y a Marseille et moi. Le principe en fait consiste à créer des zones, comme effectivement tu peux le voir, et de mettre les motos en valeur un peu comme dans un salon. Ah, d'où l'idée en fait de monter les motos neuves. Voilà, c'est Donc ça. là, ça permet de Voilà. faire un peu salon Et- et les gens peuvent approcher les motos. Etc., Exactement. c'est ça. Donc en D'accord. fait il y a des visuels, il y a des télés. Alors, Et là, ce corner, c'est un peu les particulier, roadsters. c'est ça, les roadsters, Voilà, exactement. avec une très belle CB. Hein. Ah oui, Elle est magnifique. Top, elle est top celle-là. hein. Eh ben, justement, elle était préparée par un peintre toulousain en l'occurrence. D'accord. C'est la CB1000 série limitée Ouais. Sunset. Et donc toi, tu as Qui le reprend- numéro 2 sur 69. Oui, exactement. Plus chic. Ouais. C'est qui le numéro 1? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est un petit côté vintage sympathique. Ouais, ça c'est la selle d'origine. du Exact, coup. Donc voilà. les clients peuvent faire un peu le parallèle tout de suite. Et au niveau de ta concession, Marc, si je dis pas de bêtises, chez Honda, il y a pas des critères, mais il y a différents niveaux de concession, c'est ça, je crois. Bronze, argent, Ah, mais ça, or, tu c'est veux ça. parler des standards de marque. Voilà, standard de marque. Oui, effectivement. Donc, Honda France nous a demandé de faire des travaux il y a 2-3 ans. Justement, ils appellent ça des standards de marque avec 3 niveaux de standards. Bronze, argent et or, avec différents niveaux qualitatifs. Voilà. Et toi, ta concession, elle se situe Alors, dans quelle référence par rapport à ça? On va dire c'est argent plus, c'est pas or parce qu'il y avait
un faux plafond là, qui n'était pas possible de faire par rapport à des évacuations de fumée. D'accord. À minima, un concessionnaire doit être bronze. Donc après, en fonction de son marché, de ses possibilités liées en fait, à sa structure, à son bâtiment, son emplacement, voilà, il va peut-être faire argent ou or, mais globalement, tout le monde est concerné. Merci Marc pour ces informations. Nous, on va passer à notre première rubrique de la semaine, les tops et les flops. Alors, cette semaine, dans les tops et les flops, eh bien, ça va être une semaine un peu mixée, on va dire, parce qu'on n'a pas su bien faire la différence entre les deux. Vous ferez aussi votre propre vision des choses. Le premier flop, eh bien, c'est la mairie de Paris, qui encore une fois se signalise par ses bonnes actions envers les deux roues, puisque vous le savez, c'est bientôt les municipales. Et en sous-marin, on apprend qu'on est en train de réfléchir du côté de la mairie de Paris en fonction de qui prendrait la direction de la grosse maison parisienne, eh bien, qu'on pourrait revenir sur des tarifications pour le stationnement des deux roues. Et paradoxalement par rapport à ça, on a aussi vu filtrer des images sur Internet d'un scooter qui se balade dans les rues de Paris et qui verbalise les infractions de stationnement ou les infractions de comportement. Au niveau des municipales, vous ici à Toulouse, vous êtes concerné un peu, la moto est présente au centre des débats. Est-ce que c'est aussi clivant que sur la capitale? Non, pas vraiment. Non. Bon, disons que la mairie actuelle a un projet de financer une 3e ligne de métro pour désengorger, on va dire, le centre-ville et le périphérique qui est assez bloqué, notamment aux heures de pointe. Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un clivage aussi marqué qu'à Paris. Alors notre deuxième top flop, on va dire, c'est l'entrée en vigueur, vous le savez, au 1er mars du nouveau permis moto. Le nouveau permis moto donc, qui a évolué dans sa réforme puisque la pratique dans l'examen de conduite a été modifiée. Le plateau tel qu'on l'appelait avant a été réduit dans sa durée et c'est la conduite en milieu urbain qui a été augmentée puisqu'elle passe de 30 minutes à 45 minutes. Et deuxième chose très importante, c'est le questionnaire spécifique au code moto. Donc il n'y aura plus forcément le petit questionnaire avant de prendre sa machine tel qu'on le connaissait auparavant. Maintenant, il y aura vraiment un code et des questions liées à ce code moto. Oui, alors en fait, pour avoir discuté avec Fred de l'ECF à Toulouse, la problématique, c'est que justement avant c'était segmenté en 2 ou 3 fois, je ne sais plus. C'est ça, ouais. Bon, maintenant c'est d'un seul bloc. Où il faut tout faire en fait à une seule fois, mais par contre les dimensions de la piste nécessaires sont aujourd'hui effectivement plus importantes. Et je sais que beaucoup de moto-écoles à Toulouse, et je pense que c'est la même chose dans les grosses agglomérations, ils ont vraiment un souci à trouver une piste adéquate pour pouvoir travailler correctement. Et puis enfin, pour terminer ces tops et ces flops, et on va forcément parler du flop qui concerne tout le monde actuellement, c'est le coronavirus, avec évidemment tout le lot de reports, de pseudo-annulations, etc. et de suspens sur toutes les épreuves sportives. On en a vu les premiers effets il y a de cela quelques jours avec un Grand Prix du Qatar quelque peu tronqué. C'est justement, ça va nous permettre, quel talent, la liaison avec notre rubrique suivante. On va passer tout de suite au débrief du Grand Prix du Qatar qui a eu lieu sans avoir lieu mais qui a quand même couru. Bon, étant donné que le Qatar s'est vu amputé d'un tiers de ses catégories ce week-end suite à la non-venue des MotoGP, nous aussi on est obligé un petit peu de faire des restrictions. Du coup, pas de récap en 10 points, mais en 7 points. Bah oui, on n'a pas le choix. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche et bienvenue dans Sans Concession pour ce récap en 10 points, enfin, en 7 points sur ce week-end de Grand Prix au Qatar. Et bien justement, le grand absent ce week-end, c'était la catégorie MotoGP. Petit rappel pour les fans qui seraient passés à côté de l'information, l'annulation du Grand Prix a été décidée un petit peu tardivement. Bon, ça a été fait quand les organisateurs se sont rendus compte que les Italiens ne pourraient pas débarquer sur le territoire qatari sans passer par une quarantaine. Alors bon, être mis en quarantaine quand t'as un Grand Prix moto 2 jours plus tard, c'est un petit peu compliqué pour le faire. Et comme les Italiens sont incontournables dans la catégorie reine, ça n'a pas pu avoir lieu. En revanche, les catégories Moto 2, Moto 3, Italiens compris, étaient déjà présents sur le circuit du Qatar puisqu'ils avaient effectué des tests quelques jours auparavant. C'est donc pour ça que ce week-end, seules les catégories Moto 2 et Moto 3 ont disputé la course. Ce week-end, il y a eu une histoire formidable, une très belle histoire, c'est celle de Tetsuta Nagashima. Le japonais a remporté la course Moto 2 au Qatar et c'est la toute première victoire de sa carrière après déjà 7 ans en Grand Prix. Mais ce qui est encore plus beau dans tout ça, c'est qu'il y a presque 10 ans, jour pour jour, le regretté japonais Shoya Tomizawa avait remporté la course inaugurale des Moto 2, la toute première de l'histoire sur ce circuit même à Doha. Et Tetsuta Nagashima, après sa victoire, n'a pas manqué de rendre hommage à son grand ami disparu cette même année 2010. Bon, on a déjà dit qu'il n'y avait pas eu de course MotoGP à Doha, on a parlé un petit peu de la course Moto 2, mais il y avait aussi la course Moto 3. Et en plus de la belle victoire d'Albert Arenas dans cette catégorie, il y a eu aussi un petit événement qui lui n'est pas passé inaperçu auprès des Autrichiens. En effet, la victoire du pilote espagnol était aussi la 100e victoire de KTM depuis leur arrivée en Grand Prix. Leur première victoire remonte à 2004 et c'était un certain Casey Stoner en 125
125 qui était monté sur la plus haute marche du podium lors du Grand Prix de Malaisie. Quant à la catégorie 250, c'est 2 ans plus tard qu'Hiroshi Aoyama prendra la première victoire pour KTM. Une catégorie intermédiaire d'ailleurs que KTM a délaissée au profit de la catégorie reine où on essaye de se concentrer un petit peu plus pour aller chercher cette première victoire. La course de Luca Marini, elle a aussi bien commencé qu'elle a aussi mal fini. Le demi-frère de Valentino Rossi qui avait égalé le tour chrono de la pole position est parti idéalement aux avant-postes dès ses premiers tours de roue lors du Grand Prix Moto 2. Mais le petit souci c'est qu'il avait un manque de confiance sur le pneu avant et il a vite dégringolé, passant de la première à la 15e place. Une descente infernale au classement qui se terminera malheureusement par une grosse chute quand l'anglais Jake Dixon portera une attaque un petit peu trop musclée qui enverra malheureusement Luca Marini au tapis. Et sur le coup on a cru à une blessure à l'épaule pour l'italien, mais vous inquiétez pas, plus de peur que de mal pour lui. Alors s'il y a bien un pilote qui est imprévisible en Moto 2, c'est bien Lorenzo Baldassari. Bon déjà il faisait pas partie de la salve de pilotes qualifiés en Q2 et se plaçait péniblement à la 9e position sur la grille de départ. Et forcément difficile d'imaginer que 20 tours plus tard, l'italien montait quand même sur la 2e marche du podium à l'issue de cette course. Mais maintenant c'est à lui de trouver cette constance, puisqu'on le rappelle, il avait remporté les courses du Qatar, de l'Argentine et de Jerez l'an passé avant de totalement s'écrouler dans la saison. Mais il avait déclaré que son éviction au sein du clan VR46 il y a maintenant un peu plus d'1 an lui avait beaucoup appris, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour cette édition 2020 du championnat du monde, on retrouve un total de 15 rookies répartis entre la Moto 3 qui en compte 9 et la Moto 2 qui en compte 6. Et si le belge Barry Baltus n'a pas pu faire cette épreuve du Qatar à cause de son âge, son coéquipier suisse Jason Dupasquier lui a bien terminé cette course et sur ses roues à la 25e place, de quoi engendrer quand même pas mal d'expérience. Du côté des rookies qui ont marqué des points, c'est le champion du monde CEV 2019 Jérémy Alcoba qui s'illustrera lors de ce Grand Prix en signant la 7e position, tandis que Denis Hongju lui accrochera une très belle 12e place pour sa première course. Côté Moto 2, seul Aaron Canet arrivera à marquer des points, il s'offrira d'ailleurs une très bonne remontée puisqu'il terminera 8e à l'issue de cette course de la catégorie intermédiaire. Il y a 10 ans, un certain Kenny Noyes s'offrait une pole position sur le circuit Bugatti du Mans en Moto 2. Depuis, plus aucun Américain n'avait réussi à faire la pole en catégorie intermédiaire, jusqu'à ce week-end. En effet, Joe Roberts fera sensation sur le tracé qatari en s'offrant non seulement un très beau week-end de Grand Prix, mais aussi une pole position 10 ans après son compatriote. Il termine aux portes du podium à la 4e place suite à cette course Moto 2 et il faudra donc attendre encore un petit peu pour voir une victoire américaine en catégorie intermédiaire. Pour rappel, ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas eu de victoire américaine en catégorie intermédiaire puisque le dernier c'était John Kosinski en 1990 qui avait remporté la course 250 sur le tracé de Phillip Island. Voilà, ce récap du Qatar est terminé, on regrette quand même qu'il n'y ait pas eu de course MotoGP, mais on a pu voir de très magnifiques courses en Moto 3 et Moto 2 et ça fait toujours plaisir. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on espère que les Grands Prix vont être de retour très vite. D'ici là, portez-vous bien et V à tous. Bon, dis-moi Marc, le Grand Prix du Qatar repoussé finalement, c'est une bonne affaire pour le garçon parce que je crois qu'il avait un peu l'épaule un petit peu en vrac et finalement c'est un peu téléguidé tout ça, non? Je pense pas, mais bon, on aurait bien aimé que le Grand Prix se déroule justement parce qu'on était impatients. Bon, en même temps, ça va lui permettre de se requinquer un peu vu qu'il était opéré, car la concurrence se durcit, notamment française. On va pas se plaindre Non, là-dessus. Bon, c'est pas vrai. la même marque, mais Non, on va pas se plaindre. Tiens, Cocorico quand même. Justement, là, on est sur le corner, comme on le précisait tout à l'heure en début d'émission, le corner sportif. Oui. Comment ça se vend les sportifs dans la région? Ouais, ça, il y a toujours un marché, même s'il a énormément baissé en 2008. Voilà, mais disons qu'en fait, il s'est vraiment décalé sur des gens qui font de la piste. D'accord. Alors justement, chez Honda, une des grosses nouveautés de cette année, c'est la CBR 1000, la Absolument, nouvelle. oui. Comment elle a été perçue? Est-ce que ça impulse un nouveau souffle chez vous? Ah oui, clairement. Ouais. Oui. Bon, la moto va arriver fin mars. On a un lancement prévu justement le 27 mars avec Mac Di Meglio, notre pilote toulousain. Non, vraiment, on a senti une accélération au niveau des ventes, surtout un énorme regain d'intérêt. Aujourd'hui, on a 5 réservations et uniquement sur DSP. Ah oui, en plus. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Oui, c'est pas mal. C'est pas 27 mal. 000 €, c'est pas rien quand même. Oui, non, mais c'est bien. Bon, Marc, tu parlais il y a quelques instants de Mike Di Meglio, qui est votre pilote, Oui. et puis qui est évidemment pilote officiel Honda Toulousain. France en endurance au sein du team Honda France TSR, avec cette superbe réplica qu'on trouve ici. Bah, on l'a croisé tout à l'heure sur le parking, on a un petit peu discuté avec lui. Je vous propose tout de suite d'écouter la vision de cette fin de saison d'endurance 2019-2020 avec Mike Di Meglio. Allez, nous sommes toujours chez Sagaz Moto, et oui, ça ne s'invente pas, dans le cadre du Honda Dreams Tour. Et on reçoit un monsieur qui met du gaz, justement, c'est Mike Di Meglio. Bonjour Mike. Bonjour.
Bon, l'actualité pour toi, Mike, c'était il y a quelques jours. Alors là, on a le soleil à Toulouse, mais il y a quelques jours, c'était au Mans et il faisait pas si beau que ça pour les premiers tours de roue de cette saison, enfin la fin de la saison 2019-2020 au Mans pour préparer les 24 heures. Ça s'est très bien passé. Première fois avec la nouvelle machine. On a eu de suite un bon feeling, on s'est bien dessus. Très important malgré les conditions compliquées qu'on a eues. On a pu faire quelques tours sur le sec, voir son potentiel. Et voilà, on a vraiment hâte d'être aux 24 heures. Bon, qu'est-ce qui change alors avec l'ancienne moto? La puissance, c'est puissance. Un autre monde. On a l'impression d'avoir la moto des 8 heures où les moteurs sont poussés au maximum. On a un peu peur sur la fiabilité, mais bon, Honda nous a dit que ça pouvait tenir facilement plus de 24 heures. Donc on va partir avec un moteur d'origine pour cette première course, mais il y en a largement assez en dessous. Alors, la nouvelle moto, on l'a vu, celle qui sera livrée à la fin du mois de mars pour le public. Il y a pas mal d'appendices aérodynamiques. Vous allez rouler aussi avec ça en endurance ou on va le laisser un peu de côté? Non, tout pareil. Tout pareil. Juste, on va avoir le faisceau kit, donc qui nous permet de mieux régler le traction control, la puissance. Mais après, moteur et carénage, ce sera exactement la même machine que la moto d'origine. Alors, concernant le programme de Mike Di Meglio, bon, évidemment, on l'a dit, l'endurance. Le Moto E, ça repart. Pas de problème de coronavirus sur les Moto E? Là, pour le moment, on va aller faire les premiers essais dans pas longtemps, mi-mars. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, on voit que les Grands Prix sont en train de se décaler. Notre première course sera en mai à Jerez. Donc, j'espère que d'ici là, les choses auront évolué dans le bon sens pour qu'on puisse enfin faire des courses. Alors, il y a aussi une exclusivité pour Sans Concession, c'est que Monsieur Mike Di Meglio vient d'avoir son permis moto. Bravo, ça, félicitations. Tu l'as passé il y a combien de temps? Il y a à peu près un mois. Un mois? Donc, voilà. Du premier coup? Oui, du premier coup. T'es tout, sûr? tout du premier coup. Mais par J'ai dû contre- repasser aussi le code, donc oui, tout refaire. ouais. Par contre, j'ai une question. Tu vas pas pouvoir rouler aux 24 heures. Normalement, tu es en période de probation. C'est là. ça, on a deux. Voilà, quand je vais monter sur moto, on va me brider un petit peu. Ouais. Tu pourras faire que la moitié des relais, c'est ça à peu près? C'est ça. En plus, au moment, on avait une moto à roder, donc j'ai dit au team, je peux pas le faire parce que je viens d'avoir le permis, mais on en a deux, donc c'est Freddy qui a plus d'expérience qui doit roder la moto. La bonne excuse. Et comment ça s'est passé? Ça doit surprendre, non, quand tu rentres dans une moto-école et que tu dis bonjour, je suis Mike Di Meglio, je voudrais passer mon permis. C'est quoi la première réaction? Non, c'était sympa. Après, je connaissais le moniteur qui m'a encadré, qui m'a donné conseil. Je suis venu humblement et parce que voilà, c'est quelque chose de différent. Donc voilà, je suis vraiment content Il y a des d'avoir. élèves qui t'ont reconnu un peu, qui se demandaient ce que tu faisais, si c'était une blague ou pas, non? En fait, le jour la conduite sur route, l'instructeur me connaissait. Donc en fait, après, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est toi, d'accord ?» Donc ils étaient assez surpris que je passe mon permis comme maintenant. Et le chrono Au lent, ça va, j'étais assez lent. Ça Sur va rapide, il n'y a plus de chrono, mais au lent, en 3 fois déjà, à l'entraînement, j'étais déjà dans des bons chronos. Bon, d'accord. Donc confiant, on va revenir plus sérieusement à l'actualité, confiant pour ces 24 heures du Mans parce que le championnat, il va falloir cravacher pour rattraper la Suze. C'est sûr qu'on a eu un début de championnat très compliqué entre la casse moteur au bol d'or et ma chute à Sepang. Donc on se retrouve loin, mais voilà. L'endurance, on sait que c'est jamais fini. On arrive aux 24 heures du Mans avec une nouvelle machine. Il va falloir rester humble et donner le maximum à chaque fois, mais peut-être regarder un petit peu pour voir, essayer de servir. On a eu un début de saison difficile, on va avoir une nouvelle machine et on va dire que c'est le moment, si on a des soucis, de les avoir maintenant. Comme ça, le championnat 2020-2021, on pourra qu'être meilleur. Puis si on peut aller chercher des victoires avec cette nouvelle machine, on va se gêner. Bon bah Mike, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, d'avoir plein de bonnes choses avec cette nouvelle moto. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques instants. Et puis quant à nous, on poursuit le fil de l'émission. Bon, la surprise, Marc, c'est d'apprendre que Mike a passé son permis il y a un mois à peine. Il a appris sur la CB500. Oui, exactement. Bon, la CB500, ça fait partie des best-sellers pour toi ou pas? Ah oui. Ouais. Et puis après, bon, évidemment, le gros succès, l'Africa Twin. Ah, alors l'Africa Twin, on t'arrête tout de suite, Marc. L'Africa Twin, pourquoi on arrête Marc? Parce que tout simplement, on passe maintenant à notre premier essai de la semaine. C'est donc la nouvelle Africa Twin. Bon Marc, je vois que tu nous as préparé 2 Africa Twin. Laquelle je vais essayer alors? Parle-moi. Alors, c'est quoi les différences? Tu vas essayer celle-là. Celle-là? Oui. Alors en ce qui concerne en fait ta 1100, il y a 2 modèles distincts. Un modèle qu'on appelle L1. Comme tu le vois, petite bulle, pas de porte-paquet. D'accord. C'est plutôt une moto, on va dire, solo pour partir avec les copains, faire un stage chez Frétinier par exemple, que je vous recommande. Et après, vous avez la version Adventure qui existe en fait avec suspension standard ou suspension pilotée. D'accord. Voilà. Donc la particularité effectivement de l'Adventure, plus destinée à faire des gros trajets, à 2, le top 15, les valises, la bulle elle est réglable.
Voilà, il y a énormément Un peu plus touring. un peu plus touring. D'accord. Un réservoir plus gros, 25 litres, grosso Ah oui. modo 500 bornes d'autonomie. Ouais, t'es content quand ça s'arrête quand même de repasser à la station parce que... Oui, pour boire un petit café en l'occurrence. Voilà, Bon. donc c'est celle-là que tu vas essayer. D'accord. Qui existe aussi en fait avec la boîte mécanique 6 vitesses et la boîte automatique double embrayage DCT que tu vas essayer. Donc, pas de sélecteur de vitesse pour moi, ni d'embrayage. Oui. Parfait. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Absolument. Allez, et bah, rendez-vous sur la route. À tout de suite. Alors, cette Africa Twin 1100, eh bien, c'est vrai qu'on sent la différence avec l'ancienne génération. On a un peu plus de répondants, un moteur un peu plus présent aussi, un peu plus coupleux, qui vibre toujours un petit peu, mais ça c'est bien parce qu'au moins on sent que cette machine a une âme. Et côté position de conduite, eh bien, vous le voyez, hein, on est naturellement bien installé. Alors, attention, hein, il faut quand même être un petit peu grand sur pattes, voilà, pour que les pieds touchent bien par terre. Et puis la position de conduite, eh bien, le triangle, il est plutôt naturel. Une fois qu'on est les pieds sur les repose-pieds, vous voyez, pas trop pliés, les bras qui tombent bien. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est l'écran qui est vraiment très sympa et très complet puisqu'on retrouve toutes les fonctionnalités qui sont reportées sur l'écran. Et l'avantage, c'est que vous le voyez, il est tactile. Donc on peut tout de suite sélectionner. Par exemple, là, je viens de sélectionner le pilote, le passager et les bagages. Donc tout ça va être validé par le système informatique et du coup après électronique, pardon. Et ensuite, on va pouvoir modifier tout un tas de paramètres. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors, la boîte DCT, est-ce qu'on s'y fait rapidement? Oui, c'est vraiment efficace cette boîte double embrayage. En plus, l'avantage, c'est qu'on a deux gâchettes sur le commodo gauche, une pour descendre et une pour monter les rapports. Donc on peut jouer comme si on avait un sélecteur au pied. L'avantage, eh bien, c'est que maintenant, vous n'abîmerez plus vos chaussures. Après, je dirais simplement, si on doit faire des petits bémols, eh bien, du côté de cette boîte DCT, c'est juste les bruits de verrouillage, de claquement qu'on entend de temps en temps. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment bien. Après, on est, par rapport à ce petit saut de vent, par rapport à sa taille réduite, on est bien protégé au niveau du torse. Mais vous le voyez et vous le comprenez, si un jour on doit rouler sous la pluie, on sera quand même un peu exposé. Mais question confort, on est quand même pas mal. Alors Laurent, ce Honda Dreams Tour, il se décompose comment? Combien de dates déjà? Alors, on a 16 dates directement chez les concessionnaires, où on vient accompagner le concessionnaire, on vient avec la gamme de motos et on organise pour lui tous les essais tout au long de la journée avec deux marshals qui ouvrent et qui ferment le groupe pour sécuriser l'essai et pour permettre d'expliquer aux clients le fonctionnement des motos. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? On vient directement à la concession, il faut s'inscrire avant, comment ça c'est le process? Ouais, alors le process, on peut s'inscrire directement sur le site hondadreamstour.com ou en concession sur place s'il reste de la place parce qu'en ce moment les préinscriptions sont très très actives, on va dire, sur le net. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, ouais, effectivement. Bon, en fait, ce Honda Dreams Tour, c'est un dérivé de ce qu'on a eu par le passé avec les Honda Days, en fait, non? Alors les Honda Days, effectivement, il y a un moment où on essayait les motos sur la route, il y a quand même quelques années maintenant. Là maintenant, on vient directement au contact du client chez le concessionnaire. Alors que sur les Honda Days, effectivement, on le faisait, mais c'était au départ d'un circuit. Voilà. Et le client, en fait, venait sur le point, Venait alors que sur là, le c'est point. Honda qui se déplace. C'est Honda qui se déplace chez les concessionnaires, voir le concessionnaire et voir donc sa clientèle. Au niveau des participants, ce sont tous les profils, tous les âges. Est-ce qu'il y a un utilisateur lambda qui se détache? Non, on n'a pas l'utilisateur lambda, on a vraiment tous les profils. On a vraiment le client qui vient pour essayer un modèle qu'il souhaite acheter. Donc des fois ça se transforme par un achat, des fois c'est un peu plus tard, sous les 10-15 jours je dirais. Après on a quand même pas mal aussi de clients qui veulent venir essayer le modèle phare qui est la Goldwing. Donc notre venue permet à son concessionnaire de lui faire essayer la Goldwing, de lui faire vraiment un cadeau, quoi, voilà, l'accès au rêve. Exactement. La relation que tu as avec les concessionnaires d'une part, mais avec Honda France, ils sont attentifs à tes remontées. Comment ça se passe à ce niveau-là? Effectivement, après chaque événement, on fait un reporting complet sur l'événement à Honda France, au service marketing notamment. On explique on voit avec eux tout ce qui a été fait, le nombre d'essais bien sûr, le climat qu'il y a eu, parce que le nombre d'essais va dépendre forcément du climat. Heureusement ou malheureusement, on ne le sait pas. Mais effectivement, on va faire un reporting après chaque événement. Alors Laurent, on est ici devant le panel de motos que tu vas faire essayer aux clients. Tu peux nous dire quelques mots sur chacune d'entre elles? Là, déjà, on a la gamme d'Africa Twin. Africa Twin Adventure Sport DCT. Africa Twin Adventure Sport boîte mécanique, par contre, suspension pilotée.
D'accord. On a l'Africa Twin, on va dire, on l'appelle la L1, c'est le modèle qui est plus endurisé, on va dire maintenant presque, on peut faire un peu plus d'enduro avec. Encore une Africa Twin Adventure Sport, suspension pilotée, boîte DCT. Donc on a vraiment une large gamme. Beaucoup d'Africa Twin parce que c'est la nouveauté et c'est ce qui est le plus demandé aussi. Ouais, c'est ce qui est très très demandé sur les essais, effectivement. La CB500X version A2. D'accord. Donc pour les jeunes permis, c'est ce qui permet d'accéder au trail. Ouais. Le XADV, donc XADV, un modèle hybride, on va dire. C'est quoi le retour sur l'XADV quand ils essayent? Parce que c'est assez surprenant quand même. C'est assez surprenant, par contre très surpris par les performances châssis et moteur. Ouais. Parce que les clients quand ils arrivent, ils voient plutôt un scooter. Et une fois qu'ils l'ont essayé, ils nous disent mais c'est une moto, avec la position d'un scooter. Donc voilà, ils comprennent qu'il y a une vraie différence. C'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est pas un variateur, c'est vraiment une boîte double embrayage, une boîte robotisée. Après, bon là on est sur du semi-sportif on va dire. Du semi-sportif, ouais, parce que là on a une moto sportive avec une possibilité de l'avoir en A2. Ouais. Donc là la CBR 650R qu'on a ici, il est en version A2, donc ça permet d'accéder à un rêve pour beaucoup, quoi, de moto sportive. Un custom? Il en faut un. Et elle doit pas beaucoup rouler, si, quand même? Elle roule quand même moins, mais par contre, elle est quand même demandée. Elle est quand même demandée, pourquoi? Parce que c'est un petit custom sympa avec un moteur 500 qu'on retrouve sur pas mal de modèles aujourd'hui. Ouais, puis esthétiquement, elle a c'est un look. Ouais. Et puis là, après, alors, on arrive du côté de la Rolls, comme tu nous le disais. De la Rolls, quoi, la Goldwing, qui est maintenant en version, tout en version DCT, que ça soit la Goldwing DCT Airbag comme on a là, ou quand on arrive maintenant sur la Bagger, le nouveau modèle avec un petit design un petit peu différent, des couleurs différentes, et qui existe depuis cette année en modèle DCT aussi. Goldwing, Bagger, les gens ils font vraiment la différence? Il y a vraiment une clientèle pour la Bagger? Oui, parce que c'est plutôt le look sur la Bagger. Ouais. Le côté pratique avec les valises, enfin le top case on va dire derrière sur la Goldwing. Et sur la Bagger, forcément, le look est un peu plus est différent, tout simplement. Et ils viennent plus sur le look sur la Bagger. C'est marrant, hein, et puis c'est sympa ce mariage de couleurs, là, noir mat, bordeaux, comme ça. Là. C'est une nouvelle coloris 2020, avec la boîte DCT maintenant, qui n'existait pas avant sur la Bagger. D'accord. Et puis là, après, on reste sur du Roadster avec la CB1000 et la CB650. La gamme Neo Sport Café chez Honda, donc la CB1000 et la CB650 qu'on peut avoir en version A2 ou en version full. D'accord. Pour les permis A. Alors Laurent, petit tour avec l'Africa Twin, le ressenti? Eh bien, j'étais bluffé par la boîte DCT. Elle répond parfaitement et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la possibilité avec le doigt de descendre un rapport, de monter un rapport. Ta moto au quotidien, c'est quoi? C'est 1000 CBF que j'utilise principalement pour des virées en Corse, au Maroc, donc des grandes distances. Mais j'étais bluffé par la moto de manière générale, surtout la boîte. Voilà. Cali, tu viens d'essayer cette Honda CB650R. Alors je vois A2, c'est ça? C'est ça. C'est en vue d'un prochain achat? Non, j'aime bien aller dans les concessions justement tester les motos. Alors moi je suis pas bridé en A2, je suis en full. Donc petite déception quand ils me l'ont annoncé, mais c'est quand même rigolo. Ouais. Bon après tu as toute l'après-midi pour réessayer autre chose, non? C'est ça, cet après-midi je vais tester une Africa Twin. Alors Sébastien, essaie de la CB650R. Eh bien, très agréablement surpris. Un moteur exceptionnel, donc je l'ai essayé exprès en A2 pour mon épouse et c'est vrai qu'il est très c'est toi qui essaye pour ton épouse, voilà, elle ne pouvait pas venir essayer. Elle passe le permis dans 15 jours, donc je commence à faire le tri un petit peu entre les bicylindres et les 4 cylindres et effectivement très doux, avec de la reprise, on n'a pas l'impression que ce soit une A2, elle n'est pas bridée comme les autres motos excessivement, c'est homogène, c'est très agréable, franchement très agréablement surpris. Alors Benoît, essai de la CB1000, le verdict? Le verdict, très bonne moto, un châssis formidable, un moteur très agréable. Par contre une position, en tout cas pour moi, hein, j'entends, un peu trop sur l'avant et un peu trop effectivement sur les poignets. Il a fallu que je me cale vraiment au fond de la selle pour trouver une position un peu plus confortable. À part ça, joueur, un 4 cylindres qui répond sans problème.
et un châssis très sympa. Allez, vous le voyez derrière moi, on fait toujours la queue pour s'inscrire sur cette première session du Honda Dreams Tour. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte quelques instants pour aller en direction du Garage Prod pour un épisode pas piqué des hannetons. Les pilotes de Formule 1 sont nombreux à posséder une moto, mais ils aiment surtout qu'elle soit unique. C'est le cas de Kimi Räikkönen, adepte des customs flambants, de Max Verstappen qui a fait appel au préparateur belge Von Zadig pour personnaliser sa Harley. Le nouveau prince de la F1, Charles Leclerc, s'est à son tour piqué d'avoir sa propre machine. Le pilote Ferrari savait exactement ce qu'il voulait et à qui il voulait confier le travail. C'est ainsi qu'il a contacté Bad Winners, un duo de Parisiens tout étonnés de recevoir la demande de la star via un message sur Instagram. 3 mois de travail intensif ont été nécessaires à Walid et Benoît pour réaliser ce Street Racer sur une base de Husqvarna Wijdpilen 701. Plus de 35 kg ont été gagnés grâce à l'ajout de fibres de carbone à tous les étages et le moteur respire un peu mieux, avec un bruit démentiel grâce à l'échappement SC Project. Côté esthétique, l'Apex 2.0, c'est le nom du prototype, reprend le phare de la KTM 790 Duke, la marque autrichienne étant propriétaire de Husqvarna. Bon alors Laurent, toute la gamme, le soleil, Toulouse, c'est un endroit idéal pour faire de la moto ce week-end, en tout cas c'est clair. Cette Africa Twin DCT, moi je l'ai essayé il y a quelques instants dans l'émission. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller, comme le disait Laurent, d'aller tutoyer le rêve. On va aller essayer la Honda Goldwing. Bon Marc, j'ai bien choisi mon émission parce que 2 essais dans la même émission, c'est quasiment du jamais vu. Et puis en plus, c'est le meilleur pour la fin, la Goldwing. Alors parle-moi de cette nouveauté. Alors, toute nouvelle moto là, depuis l'année dernière, châssis tout refait, avec notamment un tout nouveau trait avant. La moto a énormément gagné en maniabilité. Après, bon, évidemment, ce fameux fabuleux moteur 6 cylindres avec un couple, une sonorité vraiment super. Le DCT aujourd'hui, donc la boîte double embrayage automatique que nous avons en fait sur les 2 versions. Voilà, les boîtes 6, les boîtes mécaniques, on ne les commercialise plus parce qu'en fait, on va essentiellement des boîtes DCT. D'accord. Et par rapport à l'ancienne version, on sait qu'elle a perdu un peu en contenance. Ça n'a pas trop rebuté les clients potentiels ou il a fallu un petit peu argumenter? Oui, allez, de toi à moi. Oui. Alors, voilà, on a touché une autre clientèle un peu plus jeune, on va dire. Il y a, on va dire, l'ancienne génération qui veut conserver encore l'ancienne boîte de vitesse et tout le confort, le côté un peu paquebot qu'avait l'ancien modèle. Donc cette clientèle-là a plutôt conservé encore l'ancienne Goldwing, même si quand on leur a fait essayer cette moto, ils sont hyper conquis par l'agrément de la boîte, la maniabilité, le moteur, tout ça. Il y en a certains qui ont fait le pas, d'autres non. Et puis après aussi, on a vraiment touché une clientèle, on va dire, qui vient d'autres marques, qui est un peu plus jeune et qui cherchait effectivement un produit un peu plus sportif, quoi. D'accord. Et le transfert, quand tu dis les autres marques, c'est des clients qui venaient de tous horizons ou plutôt des routières déjà, des GT? Ouais, plutôt routières. Ouais. Donc des gens qui roulaient sur les 6 BM ou effectivement des RT ou après effectivement des FJR. Voilà. Bon, écoute, tu m'as mis l'eau à la bouche, on va dire. Oui, tu vas te régaler, je pense. Allez, c'est parti. Rendez-vous sur la route. Alors cet essai de la Goldwing 1800 nouvelle génération, je ne vais pas vous le cacher, c'était une première pour moi et effectivement la transition avec l'ancien modèle est plutôt radicale. Alors on retrouve une moto très franche de l'avant alors que par le passé on avait toujours un petit peu ce guidon un peu souple et ce train avant qui manquait un petit peu de feeling. Là c'est terminé avec cette nouvelle machine et puis évidemment la boîte DCT qui apporte un vrai confort d'utilisation. Il y a différents modes, les modes sont très réactifs, j'ai essayé le mode confort, le mode et le mode sport notamment. On a une réactivité moteur qui est totalement différente, donc ça c'est un vrai plus. Alors c'est vrai qu'au début on est un petit peu perdu, il n'y a pas de poignée ici, donc on se demande par moment, on a même le réflexe quand on arrive sur des ronds-points d'aller chercher la poignée d'embrayage, mais c'est plus le cas. Par contre les 2 gâchettes, plus ici et moins en dessous, se trouvent très naturellement et encore une fois c'est hyper réactif, il n'y a pas d'à-coup. Donc ça, c'est vraiment sympa.
En revanche, ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est qu'on retrouve quand même les petits claquements auxquels on est habitué chez Honda, les claquements de transmission. Alors, il n'y a pas d'à-coup lorsqu'on change les rapports, c'est simplement qu'au niveau du bruit, on entend le clac, clac. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est un petit peu perceptible et c'est un petit peu présent, mais bon, c'est pas non plus très méchant. Après, au niveau du frein, ça freine très bien. C'est un petit peu dur au niveau de la poignée, mais bon, je pense que c'est plus une question d'habitude. Alors pour la position de conduite, ce qui m'a plu par rapport à l'ancienne génération, c'est qu'on est assis de façon plus naturelle. On a les jambes un petit peu plus déployées, alors qu'avant, on était vraiment assis beaucoup plus bas, ce qui permettait d'avoir effectivement un centre de gravité un peu plus bas également. Mais là, on est vraiment bien, on est sur une position naturelle et c'est plutôt sympa. Au niveau du poste de pilotage, tout a été réaménagé évidemment avec cette nouvelle Goldwing. Alors, pour être sincère, il faut un petit peu plus de temps qu'une demi-heure de roulage pour vraiment être familiarisé avec l'ensemble des commandes et des équipements. Mais pour le reste, c'est naturel et ça tombe bien sous la main. Il faut faire attention de ne pas être non plus trop déconcentré parce qu'on a tout de suite envie d'aller chercher et jouer. Mais sinon, pour le reste, c'est assez naturel. La bulle réglable électriquement, ça c'est quand même un plus par rapport à l'ancienne génération. En revanche, je ne suis pas certain que, vu l'étroitesse de la bulle, on soit tout le temps bien protégé. Mais vraiment, cette GL 1800, c'est vraiment le vaisseau amiral de Honda. Et quand Laurent nous parlait tout à l'heure du top, du must, de la Rolls des machines, c'est vrai qu'on n'en est pas très loin. Marc, on arrive au terme de notre émission. Un grand merci à toi pour ton accueil, pour le soleil toulousain enfin présent et puis de nous avoir permis dans le cadre du Honda Dreams Tour d'essayer cette Africa Twin et la Goldwing. Merci beaucoup. Mais surtout, merci à vous d'être venus. On a passé un bon moment et quand vous voulez revenir à Toulouse, vous serez les bienvenus. On connaît l'adresse maintenant, on n'y manquera pas. Pas de problème. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession. Ciao.